Hello, everybody, and welcome to EU Story, the podcast that deciphers Europe one step at a time. Here, we explore the origins, issues, and challenges of the European Union, unfiltered and rigorous, and above all, with several perspectives. I'm Sam Gill, and in each episode, I'll be joined by experts, historians, and international relations specialists to debate and better understanding what's shaping Europe, the Europe of today and tomorrow. Today, we're going back to the roots. How was the European Union born? Let's get started with the EU story. Historical context, a traumatized Europe, a desire for peace. To understand the birth of the European Union, we must return to post-World War II period. Europe emerged exhausted from the conflict, millions dead, destroyed infrastructure, and economies on their knees. More than a military shock, it was a collective trauma. And for the leaders of the time, one thing became clear. A new war between European countries must be avoided at all costs. But how? By creating a supranational organization that would guarantee peace while promoting economic reconstruction. Because one thing is certain, war also means economic failure. And that's the worst thing about war. Tout commence avec une initiative majeure en 1951. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, ou CECA, 6 pays, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, acceptent de mettre en commun leur production de charbon et d'acier. L'idée derrière ça, c'est simple. Si les ressources indispensables à la guerre sont contrôlées ensemble, alors plus de risques que l'un des pays ne se réarme en secret. Ce projet est une vraie révolution. Il repose sur un principe inédit, la supranationalité. En clair, une autorité indépendante peut imposer des règles aux États. C'est une petite révolution pour des nations qui, quelques années plus tôt, se faisaient la guerre. Mais la grande étape suivante, c'est 1957. Les 6 signent le traité de Rome, et là, on passe un cap. Ce traité donne naissance à la Communauté économique européenne, donc la CEE, et son but est de créer un marché commun, c'est-à-dire permettre la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes entre ces pays. La CEE, c'est un vrai moteur de croissance. Les barrières douanières commencent à tomber, les échanges explosent et petit à petit, l'idée d'une Europe plus intégrée fait son chemin. Bien sûr, tout ne se fait pas sans résistance. Certains États sont frileux, craignant de perdre trop de souveraineté, mais les bases sont posées. Ce qui n'était au départ qu'un simple accord commercial va évoluer décennie après décennie, année après année, jusqu'à devenir l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Après le traité de Rome, d'autres accords viennent renforcer cette dynamique. Donc, on peut notamment dire qu'en 1965, le traité de fusion des exécutifs des 3 communautés européennes, donc la CECA, la CEE et l'Euratom, est signé, marquant une première étape vers une administration commune. Puis, en 1970, les États membres mettent en place un budget propre, amorçant ainsi une forme d'autonomie financière. Puis dans les années 80, l'acte unique européen de 1986 accélère encore l'intégration en établissant un véritable marché unique, avec la suppression des dernières barrières commerciales. Ce traité prépare aussi le terrain pour une union politique plus approfondie, qu'aboutira au traité de Maastricht en 1992, marquant la naissance officielle de l'Union européenne. Et donc c'est ainsi que dans les années 50 jusqu'à 90, l'Europe a amorcé un virage décisif vers l'intégration. D'un continent déchiré par les conflits, elle est devenue un espace de coopération et de paix. Tout ça grâce à ces premiers accords qui ont pavé la voie. Le début d'une idée, la déclaration Schuman. Le 9 mai 1950, une date clé. Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, présente un débat inédit. L'idée, mettre en commun la production de charbon et d'acier entre la France et l'Allemagne, 2 pays ennemis historiques. Pourquoi ces 2 matériaux ? Parce qu'ils sont essentiels à l'industrie de guerre. Les gérer ensemble, c'est une manière de rendre la guerre matériellement impossible. Ce projet visionnaire marque le début de la coopération européenne. Il sera concrétisé 1 an plus tard, en 1951, par la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Et c'est en hommage à cette déclaration que chaque année, le 9 mai, est célébré comme la journée de l'Europe. Effets visibles, paix, mobilité et un espace commun. Quand on regarde aujourd'hui ce qui est devenu l'Union européenne, on voit clairement les résultats de cette construction progressive. D'abord, la paix. Depuis plus de 70 ans, il n'y a pas eu de guerre entre ses membres fondateurs.
un fait historique majeur, surtout sur un continent marqué par des siècles de conflits. Ensuite, l'économie. Le projet d'un marché commun devient réalité. En supprimant les barrières commerciales, les pays européens connaissent une croissance forte et les échanges explosent. Mais l'impact va au-delà des chiffres. Avec l'accord de Schengen, signé en 1985, voyager devient simple, rapide, presque banal. Aujourd'hui, un étudiant peut partir faire ses études dans un autre pays européen, un travailleur peut s'installer dans une autre ville, sans même avoir besoin de sortir son passeport. En somme, l'Europe n'est plus seulement une idée, elle devient un espace de vie commun, concret, pour des millions de personnes. Le Brexit, une rupture historique. Mais tout n'est pas si simple. Après des décennies d'élargissement et d'intégration, l'Union européenne connaît en 2016 un choc majeur. Le Royaume-Uni décide, par référendum, de quitter l'Union européenne. C'est un événement totalement inédit. 3 ans et demi de négociations compliquées s'ensuivent, entre tensions diplomatiques, désaccords internes au Royaume-Uni et incertitudes économiques. Finalement, le 31 janvier 2020, le Brexit devient officiel. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Cette sortie a eu des effets profonds sur l'économie britannique, marquée par des ralentissements, sur les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais aussi sur l'image de l'Union, fragilisée par ce départ. Le Brexit montre que l'Europe n'est pas un projet irréversible. Elle peut grandir, mais elle peut aussi perdre des membres. Today's perils, a union facing the challenges of the 21st century. Today, the European Union is not only united around its values, it is also fragile in the face of major global tensions. First, there is the economic and geopolitical rivalry with the major powers like the United States and China. Then, internal crises threaten its stability. The influx of migrants, which divides member states over how to respond. Sovereign debt, particularly in Southern Europe, which raises the question of financial solidarity between the countries. And of course, a burning issue, Ukraine. At war with Russia since 2022, this country is demanding rapid integration into the Union. But its request raises a question: is Ukraine ready to join the EU? Is the EU ready to welcome it, politically, economically, and militarily? The future of the Union will be decided in the coming years, obviously, between challenges of unity, solidarity, and ability to face the outside world. So to conclude, the European Union was not born in a day. It is the fruit of a dream, but also compromises, crises, and passionate debates. It has enabled peace, growth, and mobility, but it also contested challenges and weakened. But it is also contested, challenged, and weakened. And yet, despite Brexit, despite the tensions, the Union holds. In the next episodes, we will move away from the history and delve into the current events: Trump, Ukraine populism, enlargement. What is Europe still worth in the face of global challenges? See you soon for EU Story, the podcast that deciphers Europe one step at a time.